Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une vidéo un peu différente mais qui va être vraiment très intéressante. Que vous soyez en couple, que vous ayez des enfants ou non, peu importe votre situation, je pense que vous allez avoir des infos très intéressantes. Il y a quelques jours, je vous ai donné la possibilité de me laisser vos questions sur la protection de la famille. Si vous aviez des questions, peu importe laquelle, j'ai listé les questions qui étaient revenues le plus souvent et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir avoir les réponses à ces questions par un notaire. Quel est le droit d'une grand-mère, d'un grand-père en cas de décès des parents? Alors, je suppose que la question qui est posée, c'est par exemple le cas d'un couple qui avait deux enfants et le père ou la mère décède et les grands-parents ont une inquiétude. Est-ce que je vais continuer à voir mes petits-enfants? Voilà. Alors, on va dire que quand le couple s'entendait bien et qu'ils étaient toujours mariés, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Et si jamais ils étaient divorcés, vraiment là, les grands-parents, ils peuvent être inquiets. Est-ce que notre gendre va continuer à nous emmener nos petits-enfants? Est-ce qu'on va toujours les voir? Alors, la plupart du temps, on va dire dans la généralité des situations, ça se passe plutôt bien. Mais si jamais le gendre ou la belle-fille n'a plus envie, ou en profite, entre guillemets, pour se venger indirectement, c'est le code civil, en fait, qui permet aux grands-parents de continuer à voir leurs petits-enfants. C'est l'article 371-4 du code civil qui dit l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, donc grands-parents. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit. Donc cela veut dire que si les grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, ils peuvent aller devant le juge et demander à ce qu'un droit de visite, un droit d'hébergement leur soit accordé. Et le juge peut refuser, mais c'est exceptionnel, c'est si par exemple il y avait un cas de maltraitance par les grands-parents, enfin quelque chose de grave. Et parfois le juge peut même accorder beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle une délégation partielle de l'autorité parentale, parce que l'autorité parentale, c'était le papa et la maman, et si on a en moins, et ben parfois même, mais ça c'est très rare, c'est le grand-père ou la grand-mère qui peut avoir ce droit-là avec le papa ou la maman. D'accord. Et rapidement, en cas de... Mais là, on va y venir après parce que ça, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Si les deux parents ne sont plus là, est-ce qu'il est possible que ce soit les grands-parents, du coup, qui s'occupent? Est-ce que c'est possible que les grands-parents s'occupent Bien sûr, quand malheureusement ni le père ni la mère, enfin si les deux parents sont décédés, là il va falloir déterminer qui va s'occuper de l'enfant. C'est une décision qui est prise en accord avec le juge, avec ce qu'on appelle le conseil de famille, où on va se tourner donc vers les plus proches parents des enfants et en règle générale les premières personnes que l'on regarde ce sont les grands-parents. S'ils sont encore en âge de pouvoir s'occuper sans difficulté des enfants, l'intérêt de l'enfant va commander que ce soit les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. D'accord. Et Merci. les parents peuvent même décider par testament, s'ils le souhaitent, de désigner quelqu'un, de dire, bah voilà, s'il m'arrive quelque chose, nous, on aimerait, en tant que parents, que ce soit un tel ou un tel qui s'occupe de nos enfants. Mais ça ne donne pas d'obligation à celui qui est désigné dans le testament. Il peut D'accord. toujours refuser. Voilà. Et donc, c'est sous testament. Parce que ça, c'est quelque chose aussi. Moi, par exemple, Le je n'ai jamais testament, fait de testament. oui, ou une déclaration devant notaire pour dire, voilà, s'il m'arrive quelque chose, si je viens à décéder, que mon mari n'est plus là, ou que le père de mes enfants n'est pas là, ou que la mère de mes enfants n'est pas là, j'aimerais que ce soit telle personne de confiance qui s'occupe de mon enfant. Et donc ça peut se faire devant un notaire. Mais ça, je ne savais pas, par exemple. Exactement. Je ne sais Et pas. il ne faut pas hésiter à venir dans nos études pour voir ce que l'on peut faire en cas de décès. Parce que malheureusement, c'est des choses que l'on rencontre. Par exemple, moi, je suis à côté d'une base militaire aérienne. Et donc, du coup, parfois, malheureusement, on a des militaires qui décèdent en mission. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se rend compte bien, de toutes les problématiques, tous les petits soucis qu'on peut avoir. Donc, c'est bien d'anticiper, notamment si on a des métiers un peu dangereux. Oui, c'est sûr. Non, mais même en cas de métiers normaux, enfin, je veux dire, Oui, c'est très bien qu'un l'accident. accident est vite arrivé et c'est vrai que c'est important de. J'ai l'impression que c'est un peu un sujet tabou, c'est ce que je me disais avant de filmer la vidéo. Je me suis rendu compte avec toutes les questions que j'ai eues que beaucoup de gens ne savaient absolument pas qu'est-ce qu'il fallait faire dans le cas d'un décès de parents, etc. Donc voilà. De la séparation des biens dans un contrat de mariage. Alors ça doit être vaste aussi.
Alors oui, ça c'est une vaste question, le contrat de mariage et la séparation de biens. En France, quand on se marie sans contrat, on est dans ce qu'on appelle le régime de communauté. C'est-à-dire que tout ce que l'on va acheter après le mariage va appartenir aux deux époux. On dit que ça tombe dans la communauté. Donc, j'achète une maison, la maison, elle appartient au couple. J'achète une voiture, elle appartient au couple. Mes revenus, ça appartient au couple. Avec un contrat de mariage, on peut sortir de cette communauté et dire, ben non, nous, on veut la séparation de biens. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, on a toujours fonctionné avec des comptes séparés, on veut continuer comme ça. Grâce à la séparation de biens, on pourra. C'est-à-dire que là, chacun pourra décider d'acheter seul un appartement, une maison, une voiture, etc. Et on sera seul propriétaire. Et on peut tous les deux dire, cet achat-là, on le ferait bien tous les deux. Et là, décider d'acheter à deux. Et on peut même dire dans quelle proportion. Il y en a un qui peut acheter 70%, 30%. Avec la séparation de biens, de la même manière, donc là, c'est le côté positif, on achète plein de trucs. Mais on peut aussi avoir des dettes. J'ai une entreprise et puis c'est la catastrophe, j'arrive pas à payer les impôts, j'arrive pas à payer mes fournisseurs, j'ai pas super envie que mon épouse ou mon époux, il soit obligé de payer pour moi. Et bien grâce à la séparation de biens, si j'ai ma petite entreprise, les dettes de cette entreprise, et ben mon mari, mon épouse ne sera pas obligé de les payer. Donc, la séparation de biens par rapport à ça, si on veut avoir une activité commerciale de chef d'entreprise, c'est important pour protéger le patrimoine de son conjoint. Mais il y a quand même des dettes, quel que soit notre mariage, notre contrat, qu'on devra payer tous les deux. Les dettes de la vie courante, les factures d'eau, d'électricité, enfin vraiment tout notre quotidien, les impôts, là on dira qu'on doit les payer à deux. Une SCI pour acheter sa résidence principale, est-ce que c'est une bonne idée pour protéger le capital? Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'une SCI? Parce que moi, j'en ai une, parce que je fais de l'immobilier locatif. Donc, j'ai une SCI pour toute cette partie-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et là, on va pas partir sur l'IMO, etc., parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai que, qu'est-ce que c'est qu'une SCI? J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Une société civile immobilière, c'est donc une société dont l'objet principal va être l'achat de biens immobiliers divers, donc appartements, maisons ou un seul bien, et pour en assurer la gestion, la location, pour décider de construire, etc. Donc c'est ça, une société civile immobilière, et ça veut dire que quand je crée une société civile immobilière pour acheter mon appartement ou pour acheter une maison ou pour acheter un terrain, je ne suis plus propriétaire directement, moi, du terrain ou de la maison ou de l'appartement. C'est la société civile qui est propriétaire et moi, en tant qu'associé, je suis propriétaire d'une partie des parts sociales de cette société civile immobilière. Les sociétés civiles immobilières, elles sont souvent créées pour gérer justement les différents biens, les différents appartements, par exemple, les différentes maisons, et puis également pour optimiser parfois la transmission de son patrimoine à son décès, pour optimiser la sécurisation familiale. Donc, c'est là où on retombe en fait dans votre thème d'aujourd'hui. Donc, par exemple, je veux acheter une maison de vacances, je suis mariée, j'ai 4 enfants, et puis le jour où je ne suis plus là, j'ai pas envie que la maison de vacances qu'on louait pour faire par exemple un petit peu de revenus ne puisse plus être louée parce qu'avec un des enfants ça se passe pas trop bien. Grâce à la société civile immobilière, on va avoir des règles de majorité, etc. On pourra dire qui va gérer ce bien-là, si on doit le louer, pas le louer, etc. Donc ça permet d'éviter des situations de blocage. Je peux avoir une autre situation aussi qu'on rencontre de plus en plus. J'ai 70 ans, j'ai refait ma vie, je m'étais mariée une première fois, j'ai eu des enfants et je me remarie une seconde fois. Et puis donc on veut acheter notre maison et je veux pas que ma deuxième épouse elle se retrouve enquiquinée avec entre guillemets
mes enfants de mon premier mariage, par exemple. Eh bien, grâce à la société civile immobilière, on pourra mettre une petite clause particulière où l'autre associé, donc la deuxième épouse par exemple, pourra rester seul propriétaire de la SCI, à condition évidemment de dédommager les enfants. Mais voilà, ça peut être également une solution comme ça. Maintenant, faire une société civile immobilière pour acheter son appartement, sa maison, sa résidence principale, quand on n'est pas dans des cas bien particuliers, ben, j'aurais tendance à dire que c'est la fausse bonne idée. Alors, je parle bien de la résidence principale, hein, pas sur du locatif. Parce que si j'achète directement ma maison, par le testament, par le pacte, etc., on peut faire plein de petites choses pour se protéger, pas de souci. Si maintenant je passe par une société civile immobilière, ça ne va pas changer grand-chose au niveau fiscal. On sera imposé de la même manière, on ne pourra pas déduire certaines choses parce que c'est la résidence principale. Donc fiscalement, ça ne va pas avoir grand intérêt, sauf à être soumis à l'impôt sur les sociétés, mais là ce serait plus compliqué et c'est pareil, c'est dans des situations un peu différentes. En cas de décès, ça ne va pas changer grand-chose non plus parce que effectivement, je ne vais pas transmettre la maison en direct, mais je vais transmettre des parts sociales. La valeur de ces parts sociales, la valeur de ma maison sera grosso modo la même. Donc fiscalement, on ne voit pas trop l'intérêt. Et puis, au contraire, le fait d'avoir une société civile immobilière, économiquement, ça n'a pas forcément non plus d'intérêt. Si, par exemple, je suis dans un endroit où l'immobilier vaut très, très cher et que je peux être soumis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, le fait d'avoir ma maison, mon appartement en SCI, eh ben, je ne bénéficierai pas de l'abattement spécifique qui existe quand je suis propriétaire en direct. Et puis, au-delà de ça, une société civile immobilière, eh ben, il faut la constituer. Donc, il y a des frais de constitution. On va dire qu'on est entre 1 000 et 2 000 euros en moyenne. Et puis, il va falloir la faire vivre, cette société. Donc, tous les ans, il va falloir que je fasse une assemblée générale pour dire ce qui s'est passé, pour dire s'il y a du revenu, pas de revenu, du déficit. On va même devoir tenir une comptabilité. Donc, ça va faire des frais de gestion pas forcément utiles. Et puis parfois également, on a des personnes qui nous disent « Ah ben, on aimerait bien avoir une société civile immobilière avec nos enfants ». Et quand les enfants sont mineurs, eh bien, ça pose difficulté, notamment si la société civile immobilière veut emprunter, parce que c'est pas bien de faire des prêts à des enfants. Et même s'il y a une société civile immobilière, dans une société civile immobilière, les associés de la société civile immobilière devront payer les dettes de la société et donc, du coup, indirectement, les enfants. Donc, normalement, on ne peut pas emprunter quand il y a des enfants mineurs dans une société civile immobilière. Il y a quand même des choses qui existent il y a des parades qui existent, ce n'est pas impossible, mais on doit faire en sorte que les enfants mineurs n'aient jamais à payer les dettes de la société. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. C'était un plaisir, merci beaucoup. Partagez, au revoir. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Si vous voulez avoir encore plus d'infos, n'hésitez pas à aller sous la vidéo en barre d'infos. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.